Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là, de participer à ce troisième d'une série de 3 webinaires sur les résultats de l'étude de la réponse des territoires de l'Estrie à la pandémie. Donc, c'est une étude qui a débuté en mars-avril dernier pour vraiment connaître c'est quoi comment les groupes se sont organisés pour répondre à la gestion de la COVID et quels facteurs de résilience sont en place, puis lesquels sont en développement là, pour être prêts dans les prochaines crises à venir éventuellement, puis retirer des apprentissages des bons coups là, qui a été fait durant les activités de réponse à la COVID. Il y a eu 3 webinaires, là, présentement, c'est le troisième, puis on va mettre l'accent sur un des volets, un des résultats de l'étude qui est les populations vulnérables en temps de crise, quelles sont-elles, comment les reconnaître et comment les rejoindre. Donc, on va mettre un angle, un regard précis sur ce thème-là. Le projet d'étude, il était possible grâce à différents partenariats, donc avec l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, la Fondation Lucie et André Chagnon, la table des MRC de l'Estrie et Centraide Estrie. C'est un projet qui est porté par l'Observatoire estrien du développement des communautés depuis avril dernier. Pour le déroulement du webinaire, donc je vais faire une petite mise en contexte sur l'étude en général et un résumé aussi des 2 autres webinaires précédents, très courts. Là, aujourd'hui, on va s'attarder sur les populations vulnérables en temps de crise. On va parler de ces populations-là, quelles sont-elles, puis aussi les initiatives qui ont été mises en place pour connaître les besoins, pour soutenir les personnes, puis rejoindre les populations aussi. Et chaque sujet ou sous-thème, je vous invite à contribuer, à bonifier, à ajouter, à poser des questions, à donner des exemples aussi de vos initiatives pour pouvoir bonifier ce partage-là d'informations. Pour chaque thème, c'est une invitation vraiment à contribuer, à venir bonifier ce que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, lever la main pour intervenir. C'est vraiment une période d'échange qu'on veut faire avec vous. Et l'objectif de ce webinaire-là, donc, c'est de présenter les pistes d'action qui ont été mises en place, qu'on a récolté l'information durant l'étude, puis aussi les bonifier, donc aller un petit peu plus précisément, en savoir plus, les mettre à jour aussi selon vos expériences terrain. Puis vraiment lancer la réflexion, les échanges là, autour de ce thème-là, qui est quand même un thème complexe, qui ne se résout pas sur le coin d'une table, mais qu'on peut commencer déjà à y penser pour le rétablissement, puis mettre en place il y a déjà des actions que vous mettez en place là, pour être en mode prévention des défis psychosociaux là, qui sont en train d'émerger là, par rapport aux impacts de la COVID, par rapport à l'isolement, par exemple, les problèmes des enjeux de santé mentale, par exemple. Donc, c'est une intention de commencer cette discussion-là là-dessus. Alors, comme introduction, je vais vous présenter brièvement l'Observatoire estrien du développement des communautés, donc qui est le porteur de cette étude-là. Il y a 4 axes, on a 4 axes d'intervention principales. Un carrefour de l'information pour vraiment, vous connaissez probablement le tableau de bord des communautés. Il y a le sonore, un balado là, qui a débuté il y a quelques mois. Donc vraiment, le carrefour de l'information, c'est pour partager, rendre accessible l'information en développement des communautés à l'échelle de l'Estrie. Il y a des activités aussi qu'on fait en recherche et évaluation, dont de l'étude qu'on parle aujourd'hui, cadre dans ce volet-là. Il y a un volet d'accompagnement aussi à différents partenaires, collaborateurs, les MRC, les organismes communautaires, les tables de concertation. Donc, l'accompagnement dans des démarches concertées, locales et régionales. Puis, il y a aussi un volet de notre travail qui est sur le partage des pratiques, comme par exemple une communauté de pratique ou de co-développement. Et tout ça est en lien vraiment avec le développement des communautés pour donner l'accès à l'information, des ressources pour améliorer la qualité de vie des populations de l'Estrie. Voilà pour la présentation de l'Observatoire si vous ne le connaissez pas. L'étude de cas, maintenant, donc qui est commencée depuis avril dernier. L'intention, c'était vraiment d'avoir un portrait intersectoriel de la réponse à la COVID, donc comment les groupes se sont organisés pour répondre aux défis là, qui émergeaient dans les 7 territoires de MRC.
Et on est en train de s'organiser aussi pour faire les deux autres territoires qui sont Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska. Donc, on va faire des portraits intersectoriels et aussi il y en a un à l'échelle régionale. Dans l'intention de comprendre la réponse aussi, les bons coups, les enjeux, les défis, les initiatives porteuses, les innovations, mais aussi c'est de comprendre c'est quoi les facteurs de résilience collective qui étaient en place, c'est quoi les ressources collectives pour faciliter le rebondissement en temps de quand il y a une menace qui arrive et aussi j'ai mis en italique, tu sais, soutenir la résilience collective en Estrie parce que c'est quelque chose qui émerge. On se rend compte que cette étude-là, en parlant de résilience collective, en parlant des bons coups, des défis collectifs locaux et régionaux, ben, il y a une meilleure connaissance, compréhension de la capacité de résilience locale et territoriale qui se met en place. Donc, on est là aussi pour développer cette résilience-là ou soutenir cette résilience-là avec vous. C'est les webinaires, ils servent à ça également. Donc, dans les volets qui se sont passés depuis mars dernier, donc on a fait les portraits, volets 1 et 2, donc par territoire de MRC. On a mis ça au jeu, on l'a présenté pour chaque territoire à un plus grand nombre d'acteurs, puis leur demander est-ce que ça répond, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez nommé, puis avoir un portrait plus élargi de la situation pour avoir un résultat là, qui correspondait à une réalité plus grande que juste notre première étude. Donc, on vient bonifier. On a bonifié avec des groupes de discussion. Puis là, on fait dans le volet 3, on est en train de faire, on a sélectionné 26 initiatives porteuses qui mériteraient, qu'on veut en savoir un petit peu plus pour faire un recueil des bonnes pratiques en résilience en Estrie, donc on débute ce volet-là. Et maintenant, on est aussi dans le partage d'informations, de connaissances, c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. J'ai mis le lien en bas sur le portrait régional préliminaire. Là, il est encore dans une version à mettre à jour, là, ça s'en vient, c'est imminent, mais vous pouvez y avoir accès pour voir les résultats du portrait à l'échelle de l'Estrie. Donc, on fait ressortir les faits saillants entre les différents territoires de MRC, des choses qui reviennent, des choses qui sont distinctives d'une région à l'autre. Bon, réellement sur la résilience collective, parce que c'est de ça qu'on parle, mais c'est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, à fonctionner, à se développer, puis même à s'épanouir après un traumatisme ou une catastrophe. Donc, c'est vraiment de façon collective et globale. Les facteurs de résilience collective, donc, parce qu'on travaille avec l'Université de Sherbrooke et Martine Charret, qui est la chercheure principale, j'ai vu qu'elle était là aujourd'hui. Donc, les facteurs de résilience collective, selon la littérature, il y en a plusieurs. Puis, dans le cadre de l'étude, on a ciblé ces 9 principaux-là. C'est autour de ça qu'on posait les questions pour les entrevues, pour faire les portraits individuels. Et après ça, qu'on a lancé la discussion pour les groupes de travail pour avoir le portrait régional, bien, on s'est intéressé à ces facteurs-là. Puis, voilà, je vous les laisse les regarder. Peut-être vous les lire. Là, avec ces résultats-là, on a présenté à travers le premier webinaire, on a mis l'accent sur 4 de ces dimensions-là. Donc, le réseautage, le leadership local, la sensibilisation, la communication, puis l'équité et l'inclusion. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir les vidéos ou même les PowerPoint les enregistrements du webinaire puis le PowerPoint, vous allez pouvoir y accéder sur la page web de l'étude. Au webinaire 1 aussi, on a regardé un peu plus en détail les actions leviers par les types d'acteurs. Ça, c'est ce qu'on a observé, les grands principaux acteurs qui ont un rôle à jouer dans l'organisation de la réponse et on a nommé les différents les actions clés qui ont vraiment aidé à réduire les impacts de la gestion de la crise. Fait que chacun, selon son champ de compétences, a mis ses ressources à profit de façon en organisation et de façon collective. Au webinaire 2, ce qu'on s'est intéressé, c'est un plan territorial de gestion de crise. Ça est revenu souvent par les participants de l'étude. Il me semble que ça nous prendrait ça et voici ce qu'il devrait avoir. Donc, on a fait un résumé. Ce qui revient souvent pour collectivement répondre à une crise, bien, qu'il y ait une cellule de crise qu'on sait
qui pourrait en faire partie, puis qu'elle puisse s'activer rapidement, qu'il y ait un accès, un partage d'informations fluide et connu, que les besoins des populations les plus impactées soient vraiment reconnus, puis qu'on puisse y répondre de façon officielle collectivement. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Puis aussi dans un plan territorial de travailler avec la population qui veut souvent contribuer pour faire sa part, évidemment. Donc là, maintenant, aujourd'hui, c'est les populations vulnérables en temps de crise, quelles sont-elles, comment les rejoindre comment les reconnaître et les joindre. Alors, les populations les plus impactées par la COVID sont nombreuses, c'est ça qui a été nommé. En fait, sont sûrement, la liste qu'elle a, elle n'est sûrement pas exhaustive, mais ça montre quand même il y a une grande diversité. Et souvent, c'était dû à l'isolement, les services qui étaient fermés, l'accès à Internet qui était limité. Des fois, c'est le fait que les populations allophones n'avaient pas accès à l'information tout court. Donc, pour différentes raisons, ces populations-là ont été plus impactées. Il y avait des situations des personnes, les jeunes familles, par exemple, là, qui devaient gérer les enfants à la maison avec le télétravail. Donc, puis il y a des personnes qui ont pas souvent été dans le besoin, puis là, tout à coup, ils perdaient leur emploi, puis il n'y avait pas une connaissance des ressources aussi disponibles. Alors, vous voyez, il y avait plusieurs types de populations qui ont été impactées. Fait que, moi, c'est pour ce volet-là, là, c'est un aperçu sommaire. Est-ce que, déjà, je vous retourne la parole, est-ce qu'il y en a qui veulent en ajouter, compléter, préciser au niveau des types de populations que vous avez observés qui sont qui ont été les plus impactés? Je suggérerais juste une correction dans citoyens en alphabétisme numérique et qui n'ont pas accès à la technologie. En fait, là, il n'y a pas juste analphabétisme numérique, mais analphabétisme général là, qui ont été impactés. Je veux dire, même lire les consignes dans les journaux, de la façon que c'était écrit, c'était difficile pour ces personnes-là. Tout à fait, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, je peux-tu... Oui. Micheline Roberge. Il y a aussi les fraudes puis les tentatives là, de fraude qui ont été faites auprès des aînés. Il y a une augmentation aussi en regard de ça. Puis aussi, quand on parle de violence conjugale, il ne faut pas oublier les femmes aînées aussi, qu'il y a de la violence conjugale, mais il y a d'autres sortes de violences aussi qui sont concernées. Merci. Madame Robert, vous êtes de quelle organisation? Ah, la table régionale de concertation des aînés. C'est vrai, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas écrit. Merci. Merci, c'est super ces ajouts-là. Puis maintenant, Myrto, organisatrice communautaire. Bonjour, vous avez parlé des personnes allophones, mais je pense que la population de la communauté d'expression anglaise aussi a eu beaucoup de difficultés à accéder à l'information. Moi, je pensais que ça incluait, que les populations allophones incluaient les populations anglophones. Mais souvent, on l'oublie quand même quand on parle d'allophones. Souvent, il y a comme le réflexe d'oublier des anglophones. Je vais juste le préciser. Parfait. Merci. Oui, il y a une personne, je ne vois pas, Christelle. Donc, moi, je suis de la CFESTRI, qui est un groupe de promotion de défense des droits des consommateurs. Nous, ce qu'on a vu, on a vu un peu deux parties quand même, deux nouvelles tranches de population. Il y a des personnes qui étaient à l'aide sociale qui ont été quand même très touchées par la COVID-19, par les mesures gouvernementales et tout ça. Donc, il n'y a pas eu non plus d'aide qui leur ont été apportées, ce qui a amené malheureusement beaucoup de personnes à, comment je pourrais dire ça, profiter des prestations gouvernementales, même s'il n'y avait pas droit. Et là, en ce moment, ce que je remarque avec nos partenaires et tout ça, c'est que là, en ce moment, ils en paient le prix et ils en paient le prix fort.
les consignes gouvernementales ne sont pas claires. Il y a des personnes dans l'aide sociale qui se retrouvent coupées et sur leur chèque d'aide sociale et sur les prestations gouvernementales. Et bref, il y a des grosses actions plus. Je pourrais vous en parler beaucoup, beaucoup. Ils ont vraiment été ils sont vraiment très occupés en ce moment. Il y a aussi, j'en parlais ce matin avec une intervenante de Service budgétaire populaire des sources, qu'on voit une catégorie, on ne veut pas dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, là, c'est une catégorie de nouveaux pauvres. Donc, des personnes qui ont perdu leur emploi, qui s'en sortaient quand même toutefois très bien avant la COVID-19, qui là sont maintenant dans la population vulnérable maintenant et que là, ils sont un peu perdus, ils se sentent un peu abandonnés par le système et tout ça. Et ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ont vraiment une grosse adaptation à faire, ce qui devient difficile. Donc, c'est vraiment les deux trucs qu'on a le plus remarqué à date là, dans la pandémie, depuis la pandémie. Merci. On va utiliser tout ça pour venir bonifier notre portrait. Marie-Claude. Oui, moi, j'aimerais ça voir. Moi, je suis directrice de la Maison de la famille Les Arbrisseaux. J'aimerais ça voir apparaître la charge pour les familles avec des enfants à l'école qui ne sont pas toujours des familles qui ont beaucoup d'éducation eux-mêmes et qui se retrouvent à devoir aider leurs enfants dans leurs devoirs, que tout se fait en avant d'un ordinateur. Le manque d'ordinateur aussi pour plusieurs de ces familles-là, ou en milieu rural, le non-accès à l'Internet, tout simplement, ou plusieurs endroits dans le Val-Saint-François, il n'y a pas d'Internet qui se rend, ou que c'est juste à faible vitesse, donc pas accès aux cours, pas accès à l'information des professeurs. Merci. On voit que les défis sont nombreux. Jenny, à toi, la CDC. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, je suis sur des écouteurs un peu mal écoutés. Oui, OK, c'est bon. Allô, Jessica. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, premièrement, je pense que c'est intéressant de la manière que c'est écrit. Ça couvre quand même bien. Les autres interventions également viennent rajouter beaucoup. Par contre, ce que moi, je ne retrouve pas, à part les femmes victimes de violences conjugales, c'est les femmes dans leur entièreté, qui ont pris beaucoup sur elles, comme parler des proches aidants. En réalité, c'est les proches aidants. On parle des familles, mais c'est des femmes qui ont eu la charge mentale. Puis, je vais beaucoup le dire, puis le terrain, surtout. On parle d'alphabétisation. On sait que les femmes sont retournées en alphabétisation, ou en tout cas, du moins dans le Haut-Saint-François, pour être capables de suivre leurs enfants, les aider. La violence conjugale, elle est déjà dite aussi. L'isolement des femmes, cette charge-là. Bref, je ne sais pas, c'est sûrement sous-entendu, mais je pense que ça mérite d'être plus que sous-entendu dans les populations. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, sur le terrain. Peu importe le secteur d'intervention du milieu communautaire, c'est des femmes qui ont été écoutées. C'est toi qui nous dis. On t'entendait, mais pas super bien. Ah, en fait, je le renverrai, je te renverrai un courriel, en fait, très, très simple, là, les femmes. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est sur le terrain, peu importe le secteur d'intervention, le milieu communautaire dans le Saint-François, nettement vu la population féminine davantage impactée. OK, merci. Ça me fait penser aussi, je vais le bonifier, puis je vous le retournerai aussi à chacun des participants, puis vous allez pouvoir aussi préciser. Oui, M. Goudreau, puis mentionnez aussi, vous êtes de quel organisme? Certainement, Éric Goudreau de la ville de Granby. En fait, ce que je voyais, en tout cas, ce que j'entendais, ce que j'analysais au niveau des données, différents sondages qui ont été faits là-dessus, c'est souvent avec la question de la COVID,
ce qu'on voit, c'est, bon, les personnes qui sont le plus impactées, bien sûr, sont ceux qui se retrouvent déjà dans des situations de vulnérabilité que les obstacles supplémentaires font exacerber. Par contre, si on se pose une question intéressante, les populations les plus impactées, ben, je pense que je pense Laberge le notait bien. Je pense que la situation de nos aînés a eu un impact, va avoir un impact durable quand on pense par exemple, à des gens qui se retrouvaient dans des RPA, qui se sont retrouvés du jour au lendemain à être pris dans leur chambre pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Quand on sait au niveau cognitif, au niveau du développement aussi de l'activité physique, quand on sait là, que ce sont des acquis qui peuvent péricliter rapidement au sein de notre population aînée, je pense que pour eux, et ils ne font pas à proprement dit partie, bien sûr, d'une population vulnérable comme on est habitué de le dire. Ils sont en RPA, là, ils ont des conditions là, qui peuvent être tout à fait décentes. Mais si on parle d'impact concret, réel, je pense qu'il y a une analyse intéressante à faire là-dessus. Et quelque chose peut-être qui se quantifie moins bien, mais qui, à mon avis, c'est quelque chose qui va être des données qui ne seront pas négligées, c'est tout l'impact de la perte des services au niveau de la santé, que ce soit les rendez-vous, les opérations, les différents suivis médicaux, qui vont encore une fois impacter une partie de la population, qui ne sont pas nécessairement non plus dans les catégories qu'on y retrouve nécessairement, mais clairement, il y a un enjeu à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Oui, vous parlez aussi un peu des nouvelles personnes plus vulnérables. Super. Merci de votre participation. Fait que là, on parle des défis, là, puis je vais prendre encore 2 interventions, mais après, on va aller dans les solutions. Ça va nous encourager. Oui, Madame Charette. Ben, juste pour compléter, M. Goudreau, je trouvais ça intéressant que vous apportiez toute la question par rapport aux aînés. Juste pour compléter qu'effectivement, je regardais un peu le tableau, je veux dire, ça serait peut-être plus court écrire qui n'a pas été impacté, qui a été impacté. Mais je pense qu'effectivement, si on regardait les populations aînées, il y a tout l'aspect, puis il y a un beau mot pour ça, M. Goudreau, le déconditionnement qu'on sait que chez les aînés, qui même quand il va pouvoir ressortir, il y a une récupération qui sera peut-être très moindre. Donc, c'est des effets qui vont être à très long terme qu'on va pouvoir voir là, en termes d'impact pour les aînés. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faudrait un peu classer aussi ce qui est à court terme, c'est-à-dire dès que la pandémie se termine, on se retrouve un emploi, on retrouve notre équilibre, mais qu'il y a d'autres types d'impacts qui, eux, on sait, vont perdurer beaucoup plus dans le temps et plus longtemps. Fait que ça, je pense que ce serait intéressant de mentionner un peu aussi là, dans notre façon d'évaluer les impacts. Tout à fait. Court terme, moyen terme, long terme, comme une nouvelle gestion d'urgence de fonds, finalement. OK, merci. Madame Roberge. Oui, bien, moi aussi, je voudrais continuer avec les aînés, là, c'est l'isolement. Ce sont les personnes qui vivent seules aussi, en plus grand nombre, et qui en ont vraiment subi les contre-coups. Il y a aussi les personnes tout près du seuil de pauvreté, là, ceux qui ont la sécurité de vieillesse, le supplément, là, c'est pas trop viable. Puis c'est bien beau d'appeler l'épicerie pour venir, qu'ils viennent nous porter l'épicerie, mais quand la personne, le commis ou la commis décide de mettre des tomates à 5 piastres la livre, là, ça a des répercussions pas mal sur son portefeuille. Il y a aussi une autre chose qui est par rapport à l'isolement ou les aînés. J'ai entendu hier encore des personnes, parce que nous, on a fait le tour des MRC, là, la table régionale, on a fait des rencontres de concertation, et j'entendais des aînés qui refusaient de prendre des rendez-vous pour la vaccination parce qu'il y avait, selon eux, des populations vulnérables qui n'avaient pas été contactées, puis que là, eux autres, non, ils ne sortiraient pas. Et puis en plus, j'en ai entendu d'autres là, que de retourner aller pratiquer leur religion, d'aller à l'église, d'aller à la messe, ils ne le feront plus. Là, ils vont se contenter de ce qui se passe à la télé. Donc, c'est vrai que ce qui va arriver pour le déconfinement, il va y avoir des difficultés qui vont s'ajouter.
Merci. Bon, ben, on est là pour en parler, puis voir aussi comment prévenir ça, puis aider aussi au déconfinement, puis que ça se passe avec le plus de connexion possible. Merci beaucoup. Alors, voilà, ben, on vient d'améliorer, hein, de bonifier, mais d'augmenter finalement la liste des personnes impactées. Comme quelqu'un disait, ça serait quasiment plus simple de dire qui n'a pas été impacté. Mais bon, là, ça serait de prendre soin de ces personnes-là. Alors, suite à l'étude, ce qu'on a observé, c'est les initiatives qui ont été mises en place, c'était vraiment collectivement comment on s'organise pour les connaître, les rejoindre, les populations, connaître leurs besoins, mais les besoins aussi des personnes, mais des organismes, de ceux qui travaillent en proximité pour être sûr de les soutenir pour qu'ils puissent être près des citoyens, qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Et il y a eu une organisation collective aussi pour mettre en place des actions concrètes. Donc, c'est autour de ces 3 volets-là que je vais vous présenter des exemples d'initiatives que vous allez pouvoir encore une fois bonifier, renchérir. Bon, pour connaître les besoins des organismes de proximité, c'était beaucoup dans le partage d'informations, donc ceux qui étaient près des cellules de crise, les tables de concertation, il y en a plusieurs qui se sont rencontrés 3 fois par semaine, ils ont réactivé les réseaux pour qu'il y ait un partage d'informations, de dire qui a besoin de quoi rapidement. Des appels qui ont été faits directement aux membres qui sont plus sur le terrain. Donc, Centraide Estrie ont fait des appels auprès de leurs membres, la CDC, le ROC, plusieurs CDC demandaient aux organismes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez besoin. Et à travers les cellules de crise aussi, il y a eu ou des rencontres hebdomadaires là, qui s'organisaient rapidement. Par exemple, entre des municipalités et des organismes, il y avait des endroits qui n'avaient pas, qui avaient des contacts, mais qui n'avaient pas vraiment une structure pour que la municipalité parle à tous ces organismes en même temps. Donc ça s'est mis en place rapidement. Des rencontres entre le CIUS, des MRC, des CDC, le ROC, pour s'assurer, donc beaucoup dans le partage d'informations régulier là, et massif, je dirais. Entre aussi les MRC et leur municipalité, ça s'est fait de façon plus soutenue. Même parfois aussi avec les gens de la Sûreté du Québec, avec les polices communautaires, quand il y avait, c'est plus au début du déconfinement, là, quand il y avait des enjeux à ce niveau-là. Donc, de connaître les besoins des organismes, mais aussi de façon concrète, il y a des choses qui se sont faites, comme par exemple, il y a un tableau sur toute la réorganisation des services, mais il a été partagé à l'ensemble des organismes pour que chacun puisse aller s'y référer pour, après ça, informer les citoyens. Des fois, pour éviter que chaque organisme ait à se demander qui fait quoi. Bien, par exemple, le ROC rendait accessible ce document-là. Il y a eu des collaborations entre l'appui, par exemple, puis le comité Entraide et Action communautaire pour faciliter le partage d'informations. Donc, les gens voulaient savoir c'est quoi les besoins sur le terrain, puis éviter aux organismes là, de chercher l'information sur les besoins. Ensuite, pour connaître les besoins des personnes, donc c'était beaucoup avec le travail de proximité. C'est ça qui s'est révélé, c'est une des initiatives qui s'est révélée le plus efficace, surtout pendant le confinement, parce qu'il y avait encore des liens qui pouvaient se faire avec les personnes. Ça a été le travail de proximité aussi a été aidant parce qu'il y a déjà un lien de confiance qui est en place. Donc, les personnes, les citoyens ont une meilleure écoute de leur personne de référence. Donc, c'est plus facile après ça pour faire des liens avec des organismes ou des ressources. Et de faire des liens avec les ressources aussi, ça permet de briser l'isolement des personnes. Donc, les différents travails de proximité, il y en a à plusieurs égards. Il y a les organisateurs, organisatrices communautaires, les travailleurs de milieu, les travailleurs sociaux, il y avait les travailleurs de corridor aussi. Donc, toutes les personnes qui étaient en proximité, eux, étaient au courant là, des besoins. Puis après ça, ils ramenaient ça dans les tables de concertation ou les cellules de crise. Puis c'est là qu'ils s'organisaient des initiatives là, pour répondre collectivement, que ce ne soit pas porté juste par un individu ou une organisation.
Des choses pour connaître les besoins des personnes. Il y a eu du porte-à-porte, il y en a eu à différents endroits, mais dont avec l'équipe ressources relais, juste pour aller voir les gens comment ça va, est-ce que vous avez besoin. Puis il y avait souvent un dépliant des ressources disponibles qui étaient distribuées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chaînes d'appels. Ça a été apprécié et utile, facile à mettre en place, mais il y a eu des milliers d'appels qui ont été faits par des bénévoles, des organismes. Des fois, c'était même des élus à certains endroits qui appelaient les personnes aînées dans les petits villages. Donc, on s'assurait d'être en contact avec les personnes aînées. Les sondages pour savoir les besoins, bien, il y en a eu par les réseaux sociaux, puis il y en a aussi dans les résidences pour aînés, par exemple, avec Culture aux aînés. On demandait aux gens des résidences quelle activité vous avez besoin, vous aimeriez voir ou comment pour répondre à vos besoins là, à ce moment-là. Et il y a eu aussi des collaborations avec les gestionnaires d'immeubles pour qu'eux deviennent des yeux aussi sur le terrain s'ils observaient des enjeux au niveau plus de la violence. C'était un projet là, qui était fait avec des professeurs aussi pour voir comment ça se pouvait, pour essayer continuer d'avoir un lien dans les milieux pendant qu'il y avait moins d'accès, moins de contact avec leurs élèves. Il y a eu aussi pour connaître les besoins des personnes, ben, les municipalités, les MRC se sont impliqués en développement social. C'est en quelque sorte nouveau. Et par exemple, la ville de Danville a facilité pour qu'il y ait la livraison des repas dans des résidences, a fait une veille citoyenne en mandatant les organismes pour s'assurer que les citoyens soient rejoints. Saint-Camille a mis en place un service de soutien social pour faciliter la coordination du bénévolat parce que les citoyens voulaient faire du bénévolat, puis ils voulaient éviter que ça allait, que les bénévolats soient un facteur de transmission de la COVID. Donc, il s'est dit, ben, on va organiser, les gestionnaires se sont dit, on va organiser une structure pour coordonner l'arrivée massive de bénévolats. Donc, ils ont démarré un service de soutien social. Les petites municipalités, ça, je l'ai dit. Et il y a même eu un partage de listes électorales auprès d'un organisme pour qu'il y ait des appels amicaux aux gens de 70 ans et plus. Alors voilà. Fait que ça, c'était pour connaître les besoins. Fait que je reviens à la première. Si vous voulez intervenir là-dessus, au niveau de connaître les besoins des organismes et des citoyens, des populations. Si vous avez des questions, des commentaires, des précisions, des ajouts. Je peux peut-être prendre la parole. Les villes, c'est un petit peu plus loin de mes connaissances, mais je sais que les villes ont reçu également des budgets là, pour des budgets d'urgence pour répondre aux enjeux de la crise. C'est le cas, entre autres, dans notre municipalité. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui peut être ajouté. Là. Il y a des sommes, il y a des actions qui doivent avoir été réalisées par les municipalités en fonction du budget qui a été reçu aussi. Merci. Il y a des villes aussi qui sont rapidement organisées pour avoir un fonds d'urgence pour répondre, ou des MRC ou des villes pour répondre aux besoins qui étaient mentionnés par les organismes. Par exemple, il y avait des clés USB qui ont été distribuées pour faciliter l'accès à Internet. Ça, c'était par une MRC. Je vais donner un exemple. Alors, ce point-là sur connaître les besoins, c'est non négligeable, même si ça a l'air évident qu'il faut le faire, qu'on doit le faire. Mais en même temps, on voit que ça demande un travail très sur le terrain pour aller connaître les besoins parce qu'un contre-exemple, ça a été les paniers alimentaires, par exemple. Rapidement, les organismes en sécurité alimentaire ont dit ah, ben, les mondes vont avoir besoin de nourriture. Fait qu'ils ont fait des paniers, mais dans plusieurs MRC, il n'y a pas eu de besoin de nourriture tant que ça. Donc, ça a été un réflexe de dire, ben nous, on travaille en sécurité alimentaire, puis évidemment, avec les pertes d'emploi, il va y avoir des besoins, mais finalement, ça n'a pas été nécessaire tant que ça. Alors, d'aller chercher l'information sur le terrain, là, c'est vraiment aidant, surtout en temps de crise. Oui, Madame Charette. Ben, connaître les besoins, c'est sûr que nous, on a fait tout de suite les appels là, aux membres, là, comme assez régulièrement au début, pour voir comment ils allaient. Puis, ce faisant, on voyait les besoins, mais il y a aussi, tu sais, sans s'informer sur les besoins, mais une sorte d'anticipation
Chez nous, normalement, un des 2 gros événements de l'année, c'est le souper de Noël. On savait que cette année, on ne pouvait pas en avoir un. Donc, on a organisé, on a acheté des friandises à une entreprise locale à Granby et on a fait la livraison à tous les membres chez eux en se voyant de l'extérieur, ceux qu'on pouvait les voir de l'extérieur, avec la tuque de Noël, pour faire un peu festif puis faire Noël aussi. Donc, c'était quand même répondre aux besoins qu'on savait de socialisation, de se voir qu'on s'ennuie, de voir qu'il y a quelque chose. Mais dans le fond, on anticipait, on savait que c'était une activité qui répondait à un besoin. Comme elle n'avait pas lieu, on a trouvé un palliatif ou une autre façon d'y répondre. En fait, je ne sais pas si connaître les besoins, si les organismes, normalement, ils les connaissent déjà. Fait que Mm. on les anticipait. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont fait ça tout de suite là, sans de réflexe. Oui, vraiment. Merci. Oui, Christelle. Oui, excusez-moi, je cherchais mon son. Je ne sais pas si c'est un peu trop précis. Je veux juste apporter aussi une précision de notre côté. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que pendant un an, les factures d'électricité n'ont pas, il n'y a pas eu de coupure de factures d'électricité, donc il n'y en a pas eu du tout. Et notre crainte, elle arrive bientôt, donc le 1er avril qui vient, donc ça vient beaucoup. Il y a eu, on a une table de concertation avec Hydro-Magog, donc avec la Banque alimentaire Manfred-Magog, la ville de Magog qui est Hydro-Magog et le C3S de Magog. Il y en a aussi de l'autre côté, on a eu une rencontre avec Hydro-Québec pour discuter un peu du retour au 1er avril, donc du retour des coupures d'électricité. Et on a eu aussi une rencontre de concertation avec Hydro-Sherbrooke. On a beaucoup d'hydro sur le territoire de l'Estrie, donc c'est un peu quelque chose. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres donc, pour savoir que, bon, c'est ça, ils ont beaucoup allégé, donc il n'y a pas eu de coupure du tout depuis la dernière année dans les factures d'électricité. Donc, il y a eu des rencontres pour savoir le portrait, comment ça va, est-ce qu'il y a beaucoup de comptes en recouvrement et tout ça. Ça se maintient, c'est quand même correct, c'est moins pire qu'on pensait. Mais donc, on a pu se faire un peu rassurer par Hydro-Québec en disant que oui, techniquement, à partir du 1er avril, on peut recommencer à couper, mais on ne fera pas ça. Là. On ne commencera pas à couper le 1er avril. On va commencer, on va essayer de tout faire pour que la clientèle puisse prendre une entente de paiement avant d'arriver à la coupure. Hydro-Sherbrooke, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un peu, on encourage beaucoup les personnes à nous appeler pour prendre une entente de paiement et les ententes de paiement sont un peu plus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais un peu plus lousses qu'ils étaient. T'sais, ils ont des règles quand même assez strictes à suivre. Ils ont quand même un peu élargi le volet pour les ententes de paiement et tout ça. Donc, nous, de notre côté, on essaie de relayer l'information le plus possible, de prendre une entente de paiement. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour l'instant. Et je sais aussi qu'Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke, ben, ils annulent les frais administratifs si on prend une entente de paiement. Donc, ça peut être intéressant. Là, on a une émission de radio, on a un bulletin à nos membres, on essaie de propager la nouvelle le plus possible, mais c'est un travail qui va continuer aussi après le 1er avril. Donc, c'est vraiment un des impacts de la COVID a été tous les allègements fiscaux qui maintenant reprennent peu à peu. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi de notre côté pour ça. Merci beaucoup. En prévention, en fait, c'est ça, vous êtes en mode prévention. On va arriver. OK. Merci. Madame Lepitre. Oui, bonjour. Nous, de notre côté, pour l'Association des Downshippers, on a fait des colis surprises pour les Care Packages pour nos membres aînés qui participent à nos activités et on a pu les distribuer de l'information qu'ils n'ont pas eu autrement parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas sur Internet, ils n'ont pas de compte, ils savent même pas vraiment où aller chercher l'info, puis ils se fient vraiment sur l'info du gouvernement fédéral. Fait qu'on a profité de ça pour transmettre de l'information. En même temps, on a réalisé que lors des livraisons, on avait beaucoup de questions, toutes sortes de petites choses comme les travailleuses de proximité ou travailleurs de proximité recevaient, comment je peux trouver du transport pour aller à un rendez-vous à l'hôpital, je ne sais pas où aller chercher cette information, comment je peux avoir mon vaccin pour l'influenza, etc. Puis c'est beaucoup une population qui
essaient de ne pas demander de l'aide. Fait qu'en nous voyant à la porte, c'était comme différent, mais après ça, ils ont commencé à nous appeler parce qu'on avait comme fait le contact avec eux directement. Fait que là, après ça, ben, ils nous appellent des fois, ou s'ils ont besoin de plus d'informations. Fait que c'était comme un bon... c'était comme ouvrir la porte pour nous et pour eux aussi. Comment vous avez choisi où distribuer les baskets? C'était selon les participants à nos activités Oui. dans la dernière année ou les 2 dernières années, parce qu'on a des activités spécifiquement pour les personnes plus âgées, comme 50. Ça commence à 55 ans, mais ça va jusqu'à 95. Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas nécessairement de famille parce que les enfants sont partis en Ontario, à Montréal, etc. Fait que ouais. Puis on a eu des commentaires aussi de leur part, comme il y a une madame en particulier ça m'a frappée. Elle nous a dit que quand elle a reçu son colis dans le temps des fêtes, c'était le seul cadeau de Noël qu'elle a reçu cette année parce que sa famille est loin et tout ça. Fait que ça m'a touchée, de savoir qu'au moins elle a eu quelque chose puis elle avait le contact là, avec quelqu'un. Oui, merci. Oui, c'est touchant. Puis en même temps, en leur mettant, comme vous l'avez dit, là, il y a un point de contact, puis ça permet aussi d'entendre les questions que les gens se posent, qui ne savent pas où chercher l'info. Puis... Oui, puis ils ne veulent pas déranger personne. Fait que ou ils ne savent pas comment nous rejoindre vu qu'on est en télétravail. Fait que il y avait ça aussi. OK, merci beaucoup pour cet ajout. Oui, Madame Charette. C'est juste par rapport à ce que Mme Christelle Rivard a dit tantôt, ces genres d'informations, voyez-vous, là, sur les assouplissements, les ententes là, par rapport au paiement d'Hydro-Québec, que ça, j'apprécierais que ce soit une information qu'on puisse, les organismes communautaires, avoir de façon plus grande, plus large, pour que je puisse la relayer à nos membres aussi, là, à travers nos... je pense que ça, c'est une façon de connaître les besoins, mais c'est aussi... C'est un besoin pour les organismes d'avoir cette information-là pour qu'on puisse la relayer, nous aussi. Là. Oui, je pense que Christelle voulait intervenir. J'avais pas grand-chose à rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec cette intervention-là. On essaie vraiment le plus possible de propager la bonne nouvelle. C'est comme ça que je dis ça, là, donc de propager la bonne nouvelle. Je pense qu'il faudrait peut-être se trouver comme un pont plus... Je pense que c'est un peu le problème avec les organismes communautaires, c'est qu'on est dans beaucoup de secteurs différents, dans beaucoup de places différentes, et on n'a comme pas un pont commun pour pouvoir dire, tu sais, pour aller voir les nouvelles, aller chercher les nouvelles et tout ça. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant parce que, bon, il peut y avoir Centraide, il peut y avoir... Mais peu importe celui qu'on utilise, les organismes communautaires ne sont jamais tous dans ce regroupement-là. Donc, c'est un peu difficile, mais oui, il faudrait trouver un moyen de pouvoir se communiquer toutes ces informations-là. Pour ça, tantôt, j'hésitais à en parler, puis je me suis dit, ben, je pense que ce serait une bonne idée que j'en parle parce qu'il y a d'autres organismes qui sont présents aujourd'hui qui ne sont pas au courant de ces allègements-là, puis c'est le temps qu'on les sache. Là. Donc, mais oui, il faudrait trouver un moyen de pouvoir se relayer cette information-là, c'est vrai. Parfait, merci. Excusez-moi, Merci mais beaucoup. via le ROC de l'Estrie qui recouvre tous ces organismes-là différents à tous les degrés, ça serait... Bien, le ROC, oui, mais il ne recouvre pas. Le ROC, les organismes en défense de droit ne font pas partie du ROC. Donc, il y a quand même une partie des organismes qui ne font pas partie de cette. N'importe quel regroupement que je vais vous nommer, il y a une partie des organismes communautaires qui ne font pas partie parce que veut pas tout ce qui est. Je pourrais vous donner beaucoup d'informations. Donc, quand il y a eu quand la COVID a commencé, les informations sur le chômage, on l'avait parce qu'on a un groupe en défense de droit pour les chômeurs chômeuses qui existent. On a ce privilège-là en défense de droit qu'on essaie d'être en avant de ce que les décisions gouvernementales vont prendre et essayer de ramener à la population c'est quoi ça a comme impact. Mais malheureusement, on ne fait pas partie tout d'un même regroupement. Fait que c'est difficile de propager l'information. C'est ça l'affaire.
Merci. Ben oui, vous l'avez bien nommé, puis ça a été relevé aussi dans les résultats de l'étude, là, d'avoir un canal, mais en même temps d'avoir un canal unique, ça veut dire qui va le gérer, puis ça se peut qu'on en échappe. Donc, la diffusion de l'information, ça reste quand même un bon défi. Mais vous avez des idées qui sont lancées dans le chat. J'ai reçu un texto individuel aussi avec Passerelle, qui est quand même une plateforme là, de partage d'informations à l'échelle du Québec, mais que ça peut être des bons réseaux aussi. Fait que si vous avez des idées, utilisez le chat également. Merci beaucoup pour votre participation, c'est super. Je vais continuer maintenant avec des initiatives donc, concrètes. Fait que là, une fois qu'on connaît un peu mieux les besoins puis les clientèles, mais des choses qui se sont mises en place sur le terrain. Donc, le soutien bénévole a dû être réorganisé de façon exponentielle puis incommensurable, là, j'aurais envie de dire. C'est beaucoup, le Centre d'action bénévole recevait des demandes et tous les centres d'action bénévole recevaient énormément de demandes et aussi d'offres. Puis là, ça a été exigeant. Puis ils ont fait quand même, ils agissaient comme un pivot pour faire le relais entre les besoins puis les ressources. Puis il y avait quand même des difficultés à intégrer rapidement des nouvelles personnes qui connaissent l'organisme, il faut faire une petite formation. Donc, il y avait des enjeux, mais quand même, ça s'est relativement, somme toute, très bien fait. Bon, les chaînes d'appel, on les a mentionnées. Les boîtes, il y en a qui appelaient ça les boîtes au trésor, le colis de la patate bienveillante au granit. Ça s'appelait des fois des trousses de réconfort, des trousses de jeu. Donc, ça apportait différents noms, mais c'est des choses qui ont été faites de façon collective avec différents organismes puis souvent, ça arrivait avec un dépliant d'informations sur les ressources disponibles. Donc ça, les livraisons, beaucoup de bénévolat là, aussi pour faciliter, même du partenariat entre des entreprises privées qui étaient en soutien pour la livraison de biens essentiels. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu une idée, puis là, ça m'a échappé. Bon, désolée. Voilà, fait que c'est ça, ça a été spontanément, mais il a fallu avoir une organisation pour être sûr de pas dédoubler, puis de pas en oublier. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est l'enjeu avec les populations vulnérables. Un des enjeux, c'est que les personnes qui sont pas réseautées, qui font pas partie, qui sont pas en lien avec un organisme. Donc, souvent, ça va être le plus difficile à aller rejoindre. C'est pour ça qu'en passant, par exemple, par la question des listes électorales qui avait été partagée, bien là, on s'assure d'aller rejoindre tout le monde de 70 ans et plus, par exemple. Des projets plus précis qui ont été faits. Par exemple, de façon collaborative, là, intersectorielle, le projet Déconfine-toi, là, ça c'était pour les jeunes adolescents au déconfinement de l'été pour être sûr qu'il y ait une transition puis qu'il y ait un mouvement là, vers l'extérieur pour qu'ils ne restent pas en cabanine. Donc, ça a été organisé dans le plaisir, dans la joie c'est ça, pour donner un entrain durant l'été passé. Il y a eu, je suis aidant culturel. D'ailleurs, j'ai vu, c'est Marie Dion qui était sur la tête de ce projet-là. Ça va pouvoir nous bonifier, mais ça a été une campagne de financement. Ils ont réussi à obtenir 10 000 $ pour organiser des initiatives culturelles dans les résidences pour aînés pour apporter un baume là, dans la situation. Il y a eu à Sherbrooke une station d'information et de services pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être entendu parler. Donc, ça a été la mise en place là, d'un grand chapiteau pour vraiment aider les personnes, pour donner de l'information, pour avoir une station de lavage de mains, par exemple. Ça a été fait à Sherbrooke. Il y a eu aussi pour le service d'aide aux Néo-Canadiens a été hyper présent à toute l'échelle de l'Estrie pour traduire dans différentes langues, pas juste en anglais, mais au début, ça a été évident qu'il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en anglais.
Et ensuite, il y avait des liens avec le CIUS qui recevait des appels dans différentes langues, puis ils transféraient au service d'aide aux Néo-Canadiens pour que la personne puisse être servie dans sa langue. Donc, il y a eu aussi une arrivée massive de bénévolat pour eux. Le CIUS aussi, le service psychosocial a mis un accent pour regarder c'est quoi les trous de service pour pouvoir y répondre. Et il y a eu le projet, le partenaire pour la réussite éducative en Estrie qui ont eu différentes rencontres pour travailler pour éviter le décrochage scolaire, par exemple, puis s'assurer de garder un lien avec les familles malgré l'école à distance. Il y a eu beaucoup, fait que j'ai 3 diapos, puis après ça, vous pourrez bonifier avec les initiatives, vos propres initiatives. Il y a eu beaucoup de coordination là, entre les ressources bénévoles d'un organisme qui avait du temps qui allait en offrir à l'autre. Par exemple, Équijustice, eux, ont aidé vraiment pour le transport, puis ont aidé sur le terrain auprès de Moisson Estrie. Il y a eu le Centre 24 juin qui a aidé pour la préparation de nourriture pour Sarkovie pour offrir des repas. Il y a eu aussi le lien avec la Rose des Vents pour offrir des bénévoles qui ont de l'expérience pour les personnes qui vivent des situations difficiles. Puis la Corderie de Sherbrooke a aussi ouvert un volet pour un service d'accompagnement pour les courses et faire les appels. OK, fait que voilà, c'était ça pour des initiatives précises. Puis c'est le moment, là, je vous ai écrit pour vous demander si vous voulez présenter votre initiative, ben, ça serait le temps parce que là, pendant l'étude, nous, on avait plusieurs questions pendant 1 heure d'entrevue, fait qu'on a juste survolé les initiatives, fait que ça serait l'occasion de pouvoir en apprendre un peu plus sur ce que vous avez envie de partager. Donc, des choses qui ont vraiment aidé les populations. Oui, Madame Marcotte. Bonjour, moi je travaille à la municipalité de Bolton-Est, donc un petit village en Estrie dans la MRC de Memphremagog. Une chose qui a été mise en place ici, c'est des rendez-vous en ligne avec les citoyens. Très rapidement, chaque semaine, il y avait soit un café avec la mairesse, des activités plus physiques ou des événements culturels. Donc ça s'est fait beaucoup dans la première vague. Puis, rendu à l'automne, pour le 2e confinement, dans le fond, on a mis en place avec le comité culturel des événements culturels à chaque semaine pendant 2 mois qui ont été financés par la municipalité. Donc, ça nous permettait à la fois de soutenir des artistes aussi qui n'avaient pas de travail pendant cette période-là, puis d'avoir un rendez-vous pour les citoyens où ils allaient voir, c'était sur Zoom, ils pouvaient voir leurs voisins, leurs concitoyens, jaser un petit peu, puis avoir une activité divertissante aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très apprécié et qui continue encore. Un organisme ici, le Richer-Boltonois, a repris les activités en ligne chaque semaine. C'est eux qui s'occupent de l'organisation puis du financement de ça. Malgré tout, ça peut être difficile de rejoindre tout le monde parce que Internet haute vitesse dans notre municipalité, c'est pas égal pour tous. Donc, il y a quand même une portion de la population qui n'a pas pu en profiter. Mais je voulais quand même mentionner qu'au niveau des municipalités, on est moins sur le terrain des fois que les organismes communautaires, mais nous, c'est une façon qu'on a trouvée ici, c'est d'offrir des activités en ligne. Merci. C'est intéressant que vous le mentionnez, que effectivement, ça ne rejoint pas tout le monde. Par contre, c'est important de le faire, puis il y a une belle réponse aussi, une belle participation. Donc, il n'y a pas une action qu'on va rejoindre tout le monde, mais c'est important de voir la mosaïque des possibilités. Fait que merci de l'avoir précisé. Je vois il y a des gens qui n'ont pas encore intervenu jusqu'à présent. Fait que je vous lance la perche pour qu'on puisse vous entendre. Il y a des choses qui sont écrites dans le chat si vous voulez apporter plus de précision
sur une initiative dont vous êtes fiers, que vous avez vu que ça a permis de rejoindre les populations en situation de vulnérabilité. Puis il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés, c'est intéressant, mais des fois de l'entendre. Oui? Il y a quelqu'un? Madame Loignon, parce que j'ai vu... Oui, c'est ça. Madame Loignon, je vous invite à prendre parole. C'est bon, vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Donc, ben moi, je suis à l'Arrimage Jeunesse, là, Memphremagog, depuis octobre dernier. Donc, j'étais pas là au début de la pandémie, j'étais chez Moisson Estrie, mais je vais parler pour l'Arrimage Jeunesse. En fait, il y avait une grande préoccupation du côté, quand je parle jeunesse, là, c'est vraiment, ça couvre quand même 0-35 ans. On avait une grande préoccupation plus côté santé mentale, là, montée de l'anxiété, isolement, dépression, en tout cas, tout ce volet-là. Fait que c'est sûr qu'on s'est penché sur le... À l'automne, on était préoccupés par ça, là, fait qu'on a fait une grande table élargie où on a invité Mélissa Généreux. Fait que ça a comme mis la table pour faire avancer des choses. Puis je sais qu'il y a différentes initiatives là, qui sont en train de se mettre en place, là, puis qui sont déjà en train qui s'activent. Là. Dans le fond, il y a le projet hors piste là, qui est avec l'École de la Ruche et le CIUS. Il y a le Centre L'Élan qui a élargi ses services pour essayer de rejoindre davantage les plus jeunes. Qui ne vont pas beaucoup vers les services, là, les 18-24 ans, 18-30 ans. Donc, ils ont pris des initiatives pour élargir les services. Puis, par exemple, avec le comité 12-17, on a fait une capsule pour essayer de rejoindre les adolescents puis leur donner des références vers où se tourner si ça n'allait pas. Fait que c'est juste comme des exemples, là, mais c'est un peu ce que je mentionnerais là, de notre côté. Merci. Puis on a vu justement que l'impact était beaucoup plus grand. Il y a eu une étude qui est sortie là, que l'impact sur les 18-35 ans il est plus évident. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, là, mais c'est... Oui, les résultats. En fait, quand on a fait la grande table avec Mélissa Généreux, ça a fait comme un déclic pour elle de relancer, parce qu'il y avait eu une étude sur le vapotage qui avait été faite l'an passé. Puis elle dit, on va relancer cette étude-là, mais on va élargir les questions pour aborder plus comment va la santé mentale. Puis en effet, il y a vraiment des préoccupations là, au niveau des résultats. Là. Merci pour ces initiatives-là. Si vous avez des questions aussi aux personnes qui prennent parole, n'hésitez pas à lever la main ou poser vos questions dans le chat aussi si vous voulez en savoir plus. Maintenant, Madame Lepitre, puis ensuite Marion. On a travaillé avec un organisme Mental Health Estrie, qui est un organisme régional en santé mentale pour la communauté anglophone, pour développer 2 ateliers, un sur comment prendre soin de sa santé mentale pendant la pandémie et aussi un autre pour l'hiver, mais c'était comme un peu une suite de ça. Et puis, on a offert ça sur Zoom nous-mêmes, comme les Townshippers, mais après ça, ça l'a comme pris, pris de l'ampleur et 3 ou 4 autres organisations ont repris le même atelier. Fait que chaque atelier a été donné, je pense, 5 fois avec différentes organisations. Puis c'était super intéressant. C'était une bonne façon de rejoindre, je trouve, des personnes qu'on n'avait jamais vues à nos activités. C'était beaucoup de nouvelles personnes qui ont décidé de participer et je pense que maintenant, ils ont comme un peu plus d'informations sur les services offerts et sur Mental Health Estrie surtout. Merci.
Justement, tout le monde, est-ce que vous entendez plusieurs initiatives? Est-ce que vous avez l'impression que est-ce que on améliore la réponse auprès des personnes vulnérables? Ou à contrario, est-ce qu'on est en train aussi d'en échapper? Fait que je lance la question pour la suite de la discussion. J'ai le temps de réfléchir pendant que Marion nous partage son initiative. Bonjour, Marion Prader, je suis organisatrice communautaire à Sherbrooke. Récemment, on a invité, nous aussi, ça m'a fait penser, là, il y a quelqu'un qui a mentionné Mélissa Généreux, à nous parler du rétablissement. Dans le fond, on l'a invité, quand je dis on, ça réunissait différents intervenants collectifs de toute l'étape de quartier à Sherbrooke. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ça, c'est que c'était assez mobilisant. Souvent, il y a des initiatives qui contribuent au rétablissement des communautés qui sont déjà très proches de services que plusieurs organismes offrent, mais là, de savoir un peu, j'avais parlé de ça au dernier webinaire là, de l'OEDC, mais que toutes les activités qui permettent de prendre du recul, de s'exprimer, ça redonne du pouvoir d'agir. Et donc là, pour donner des exemples plus concrets, elle mentionnait que le récit de vie, par exemple, qui permet de se pencher là sur qu'est-ce que ça nous a fait vivre la pandémie, puis l'exprimer et le partager. C'était une action qui contribue à du rétablissement, comme tout ce qui peut concerner la méditation pleine conscience. Ça, c'est aussi des choses qui sont très favorables au rétablissement, des activités plus créatives. Fait que ça, j'ai trouvé intéressant d'avoir cette perspective-là pour un peu plus se donner aussi une direction pour considérer le contexte dans les interventions qu'on met en place en ce moment. Puis concrètement, on a aussi démarré assez récemment avec les travailleurs de proximité qui, on l'a nommé, ont été essentiels au début pour s'assurer des besoins et qui le sont, à mon avis, encore d'autant plus là, en se disant, après 1 an de pandémie. Donc, on fait du porte-à-porte avec eux. Puis, on utilise un petit outil que Mégantic a développé. En fait, l'équipe de proximité de Mégantic, ils ont fait des titres. Mais je pense que, Cindy, es-tu là? Parce que je vais montrer tes patates, Cindy. Je sais pas. Oui, Cindy Stewart. En tout cas, elle dira après. Mais bref, on a fait imprimer. Ah bon, ben voilà, Marie-Ève, tu montres ça ici. Moi, ça marche pas avec mon fond d'écran. Attends, faut que je mette devant ma face. Oui. Des petites patates avec les émotions, dans le fond, qui montrent comment on se sent face à la pandémie. Donc, on distribue ça en porte-à-porte. Le but des patates, c'est que ce soit non sexué. Tout ça, il y en a sur plusieurs thèmes. Celle-ci, le vaccin, qui invite à aller prendre de l'information auprès de ressources fiables. La distanciation n'égale pas la division. Une spécifiquement sur la bienveillance. Donc, c'est des petits outils en plus d'informations sur comment bien prendre soin de soi et des autres en temps de pandémie, des ressources bien sûr auxquelles faire référence. Fait qu'en ce moment, c'est une initiative qui me semble assez porteuse là, pour être sur le terrain et prendre le pouls. Ouais. C'est dans le très positif, inspirant. Ces outils-là, est-ce qu'ils sont accessibles ou en ligne, à part sur les cartons? Oui, bien sûr, il y a une version, en fait, on vient de les faire imprimer là, donc en fait, j'imagine que je peux les partager. Tout à fait. Bon, merci Cindy. Donc, si vous avez un lien, vous pouvez le mettre dans le chat. Sinon, de me le transférer Oui, mais à moi. je pourrais te les envoyer tout de suite par courriel. Parfait. Ça, c'est toujours intéressant pour les participants là, d'avoir un partage d'outils. Merci. Super. Maintenant, Michel. C'est pas pour Townshippers, cette fois-ci, c'est pour une autre organisation. C'est la CLC à Bury. Et puis, je pense que ça fait 2 fois dans le temps des fêtes. Et puis,
la Saint-Valentin, la coordonnatrice, elle a travaillé avec les étudiants et les professeurs à l'école Pope Memorial, à l'école Sawyerville Elementary, pour faire des cartes de Noël et des cartes de Saint-Valentin pour des personnes âgées de nos groupes, pour les paquets de care packages, mais aussi pour les personnes d'expression anglaise qui sont dans les CHSLD, dans notre MRC. Et puis, on fait la livraison de ces cartes à eux. Puis, les personnes ont vraiment, vraiment apprécié avoir les cartes. Puis, les étudiants ont tripé à faire ça. Et même, ils demandent pourquoi on ne l'a pas fait pour la Saint-Patrick qui s'en vient. Alors, c'était une bonne façon de comme faire impliquer les jeunes dans tout ça et de leur donner quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, ça l'a fait comme sourire les personnes plus âgées. Et ils ont reçu des cartes de remerciement là, à la fin. Super. Ah, c'est super, oui, c'est ça. Donc, c'est inspirant. Puis ça m'amène, j'ai envie de relancer ma question parce que, tu sais, les organismes, les villes, les municipalités, tout le monde travaille fort. Là, maintenant, puis tout le monde est comme, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au maximum de capacité? Je pense que oui, chacun fait son maximum. Puis là, de ce que vous nommez, il y a plusieurs initiatives pour soutenir, rejoindre les populations les plus vulnérables. Est-ce qu'il y a des populations oubliées, par exemple? Ou, bon, c'est ça, j'aurais envie de mettre un petit peu l'éclairage là-dessus au cas où. Il y a peut-être quelque chose qui vous vient pour venir compléter le portrait, là, un angle mort, si on peut dire. Il y a plusieurs initiatives, mais est-ce qu'il nous manque quelque chose, là? Oui, Madame Roberge. Oui, moi, c'est spécial. Je suis présentement avec Présage des rencontres virtuelles. Présage, c'est un organisme qui s'occupe de ressourcer les bénévoles. Et à chaque deuxième mercredi du mois, on a une rencontre avec des thèmes. Et je dois dire que de penser aux bénévoles pour les ressourcer, ça fait du bien. C'est moi là, qui en a reçu le bénéfice. Puis il y avait d'autres personnes de Sherbrooke aussi qui participaient. Il y avait des rencontres le matin et des rencontres l'après-midi, donc 2 groupes de rencontres. Et c'est parce que les bénévoles de 70 ans et plus qui ne pouvaient plus faire du temps, donner du temps, ça a été très difficile pour eux aussi. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y en a des bénévoles qui venaient puis qu'ils n'osaient même plus prendre la parole puis qui nous disaient qu'ils étaient obligés de repenser comment prendre leur place comme bénévoles. Puis d'avoir les moyens pour le faire ou d'avoir l'énergie même de recontinuer à faire du bénévolat. Et en tout cas, moi, j'ai apprécié beaucoup cette initiative. Merci, c'est vrai, hein, on a tendance à oublier. On prend ça pour acquis. Merci. Je peux imaginer combien ça peut faire du bien. Fait que peut-être d'autres initiatives comme ça, des angles morts. J'ai vu que Myrto a levé la main, mais il y a aussi Marie qui m'a écrit. Donc, Marie Dion, puis ensuite Myrto. Oui, bonjour. Moi, j'avais écrit dans le chat avant qu'il soit question de l'angle mort. C'était juste une petite précision pour culture aux aînés, les actions. C'est ça, comme le nom le dit, culture, c'est vraiment, on utilise l'art et la culture. Puis l'idée, c'est de favoriser la participation sociale des aînés, qui est un déterminant de santé. Et effectivement, cet été, il y a eu l'initiative là, que Jessica a mentionnée, Je suis aidant culturel. C'était juste une petite précision, c'était dans la MRC des Sources, mais aussi du Val-Saint-François. Puis c'est ça, en fait, il y a eu plusieurs activités, des spectacles extérieurs, presque 460 aînés rejoints et 20 spectacles extérieurs, 125 aînés anglophones parce qu'on sait qu'ils sont plus à risque parce qu'ils sont de langue d'expression minoritaire. Puis, on travaille justement avec les Townshippers et Édouard. Donc, c'est fun aussi de voir les autres initiatives là, dont Michel Pitre parlait.
Puis à l'automne, il y a eu plusieurs initiatives intergénérationnelles, virtuelles. Au printemps, ben, on est presque au printemps, mais disons que là, à l'hiver, il y a eu des activités pour aller vers la radio, les journaux écrits, puis vraiment rejoindre les aînés justement pour qu'il y en ait le moins possible, qui restent dans l'angle mort ou dans l'isolement, puis aller davantage vers le lien social au moyen du culturel. Puis juste un petit clin d'œil à Nathalie Durocher de la MRC des Sources que j'ai vu qui était dans les participantes. Là, elle a fait une belle initiative, là, notamment aujourd'hui, qui est la journée de commémoration des victimes de la COVID. Donc, une pensée pour ces personnes-là. Puis, merci. En fait, j'ai le goût de souligner que ce qui nous permet d'avoir moins de personnes dans l'angle mort, c'est le maillage entre les différents partenaires, santé, politique, Townshippers pour les anglophones, c'est vraiment des partenaires clés, CLC, avec Geneviève Manceau, notamment l'étape des aînés, Madame Micheline Roberge. Fait qu'ensemble, je pense que c'est simple à dire, mais c'est là qu'on peut davantage faire une différence. Puis nous, on mise vraiment sur l'art puis le préventif pour la participation sociale. C'est un peu ça. Merci. Puis, justement, le maillage, est-ce que ça a été comme un résultat ou un impact bénéfice de la COVID, le fait que ça a forcé ces maillages-là entre le politique, je pourrais dire oui, parce qu'il y a tout le monde est très occupé, donc il faut ramer un peu plus fort pour se rejoindre les uns les autres, parce que les activités nécessitent des adaptations dans un monde qui évolue vraiment de façon très, très continue. Surtout pour les aînés, les normes sanitaires sont vraiment en mouvance. Par contre, oui, le gros de la réponse, c'est oui, parce que les gens veulent s'impliquer, faire une différence. Fait qu'on voit qu'il y a une mobilisation là, qui est plus une réponse très positive du milieu. Ouais. Il peut avoir un retour en arrière. Là. Après ça, chacun retombe dans ses pénates, là, dans son mission organisationnelle, mais en même temps, l'ayant vécu, ça peut faciliter la réactivation là, de soutenir. Mais c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas exactement ça. Peut-être que je me suis pas exprimée assez clairement, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont davantage mobilisés par la cause, c'est-à-dire le bien-être de la population en lien avec la pandémie, surtout dans notre cas, Culture aux aînés, pour les aînés, qu'on s'est vulnérables physiquement, puis aussi pour l'isolement social. Fait que là, c'était accru, tout ça. Donc, ils sont plus mobilisés par la cause, mais ils sont plus occupés. Donc, les partenaires, il faut cogner à la porte quelquefois, il faut être patient dans le temps. C'est ça que je veux dire, qu'il y a quand même des délais, puis une limite à la mobilisation aussi qui apparaît dans le contexte. OK, merci. Merci de la précision. Maintenant, Mme Charette. Je voudrais juste mentionner, parce que c'est une chose qu'on oublie continuellement, c'est un clou sur lequel c'est absolument. On sait que 59 de la population a de la difficulté à la lecture et à l'écriture. Quand on dit analphabétisme, on ne parle pas nécessairement de personnes qui ne lisent pas ni qui n'écrivent pas, mais qui ont de la difficulté. Et je dirais que dans peu importe les initiatives d'information, moi, j'ai vu beaucoup, quand on parle dans l'angle mort, j'ai vu beaucoup d'informations circuler, mais qui n'étaient pas accessibles à tous. Je penserais même aux personnes handicapées qui ont des difficultés visuelles. Il y avait les contrastes, le type de lettrage. Et ça, ça reste de façon, je trouve, trop souvent dans l'angle mort. On dit on communique, mais en réalité, on ne communique pas de façon accessible. L'accessibilité de l'information, ce n'est pas juste de l'avoir sur les yeux, c'est d'être capable aussi de la traiter. Et ça, je pense que ça doit apparaître absolument, ce besoin-là, puis qu'on commence à vraiment le prendre en compte comme quelque chose qu'il faut absolument tout de suite avoir le réflexe de le faire comme il faut. Les organismes pour ça en alphabétisation ont fait un travail génial là, de simplification. J'ai été m'inspirer beaucoup de ce côté-là, mais ça devrait être pareil tout partout aussi. Là. De continuer à se former, s'informer sur les bonnes pratiques. Ouais. OK. Merci. Myrto, je pense que ça va fonctionner cette fois-ci. Oui, vraiment désolée. Je ne sais pas si le son est bon. Oui. Oui, good. Puis désolée, je n'arrive pas à mettre de caméra, là, tout va mal. Mais bref, moi, un angle mort, quand on parle d'initiative territoriale,
c'est tout ce qui s'est déroulé de façon plus organique dans la communauté sans l'intervention de nos organisations. Je pense dans la communauté anglophone, il y a eu tout un moment donné, c'était les ninjas, là. On pouvait se faire ninjater puis avoir sur notre perron des surprises, des trucs comme ça. Et qu'il y a plein de trucs qui se sont déroulés de ce type-là aussi. Des groupes d'entraide qui se sont mis sur pied par Facebook où les gens pouvaient faire des demandes, etc. Fait, je pense que quand on valorise ce qui s'est passé pendant la pandémie, ça aussi, c'est à garder en tête, puis, parce que ça a vraiment contribué aussi à faire que notre collectivité allait mieux, là. C'est vrai, hein, de les reconnaître, de les mettre en lumière. Il y en a eu là, des centaines là, d'initiatives comme ça, organiques, ponctuelles, vraiment. Puis ça apportait beaucoup de baume aussi. Merci pour le rappel. Oui, Michel? Moi, je trouve que personnellement, pour notre organisation, un groupe qu'on n'a pas réussi à travailler avec beaucoup, c'était les jeunes professionnels qui sont en télétravail depuis parfois plusieurs mois, des fois c'est déjà 1 an maintenant pour beaucoup. Et je pense que c'est un groupe qui avait des besoins, mais c'est difficile de les rejoindre parce que dans la journée, on ne peut pas faire des activités, ils sont au travail. Le soir, ben, c'est un peu plus difficile peut-être parce qu'ils sont tannés de faire des réunions à journée longue sur Zoom, fait qu'ils ne veulent pas faire des activités sur Zoom le soir. Puis maintenant avec tout ce qui est comme couvre-feu, puis depuis décembre qu'on ne pouvait pas faire des activités de groupe, là, c'est vraiment... c'est comme comment qu'on peut les rejoindre. On a essayé, mais je ne suis pas sûre qu'on a vraiment réussi très bien à le faire. C'est une bonne question, justement, parce que les initiatives que vous nommez, tu sais, d'aller, il y a le porte-à-porte que les gens, tout le monde nomme, là, le porte-à-porte, remettre les colis, remettre les ressources. J'ai pas l'impression que c'est des choses qui peuvent fonctionner pour les jeunes professionnels. Non, puis quand c'est des familles ou des parents, on peut les rejoindre un peu à travers les enfants, pour offrir des choses pour les enfants ou en lien avec le fait d'être parent. Mais quand ils ne sont pas parents, on n'a pas ce côté-là à les offrir non plus. On n'a pas d'activités sociales à les offrir. Fait que c'est comme... Il manque comme quelque chose là pour aller les rejoindre, je trouve, personnellement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous avez soit des suggestions pour cette population-là ou d'autres populations aussi qui sont oubliées? Donc, ça demeure un angle mort. C'est peut-être pas, on va pas y répondre aujourd'hui, mais on sait qu'il y a cet enjeu-là. Ginny, la boîte à idées. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un si grand angle mort, mais nous, dans un secteur rural où est-ce qu'on n'a pas d'université puis pas de cégep, on dirait qu'on n'a peut-être pas réussi à aller rejoindre justement là, les étudiants et les étudiantes post-secondaires. Fait que ça va être un effort peut-être à faire là, dans les prochains mois peut-être là, quand on va parler davantage de développement plutôt que de la crise. Donc, je lance ça comme ça. Puis aussi, je me suis fait poser la question là, HSF, excusez-moi, c'est Haut-Saint-François, donc c'est le territoire ici. Puis CSEP, c'est le Centre éducatif populaire, le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François, un organisme communautaire en alphabétisation. On est chanceux, on en a un sur notre territoire. Merci. Ben, merci pour ces ajouts-là. Dans les moyens de communication, donc vous les avez quand même pas mal nommés, donc je vais faire juste un petit résumé. Il y a eu une campagne Besoin d'aide qui a été faite sur le territoire de la ville de Sherbrooke, donc une distribution d'affiches qui était faite vraiment avec des pictogrammes, là. Ça ciblait des endroits clés où est-ce qu'on pensait que, selon les tables de concertation puis les intervenants de proximité, l'information ne s'était pas rendue. Et aussi, il y avait des lieux d'éclosion, donc il y avait un impact là, possible à avoir.
Alors, ils ciblaient des lieux pour aller diffuser des affiches, puis ils les mettaient aussi dans les paniers alimentaires. Ces affiches-là ont été faites aussi par un artiste local, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a beaucoup inspiré le visuel. Là, ceux qui l'ont vu, le visuel était très inspirant et rassemblant. Ah, c'est ça, Ultranan. Merci. Donc, il y a eu un rassemblement autour de cette affiche-là auprès des intervenants locaux, des acteurs là, qui ont dit qu'il faut faire quelque chose. Puis quand ça s'est dessiné, bien, il y a eu un élan là, de cohésion autour d'un projet concret qui était cette campagne-là, à travers une affiche qui était visuellement là, attrayante. Donc, c'était aussi pour informer sur les services communautaires de santé. Puis, ça visait vraiment les personnes peu ou pas alphabétisées, puis les personnes allophones et de d'autres langues que l'anglais ou le français. Puis, c'était le comité des traits sociaux de Sherbrooke là, par qui ça a été porté, qui est donc un sous-comité de la cellule de crise. Voilà, ça a été un bon coup pour eux. La ville de Sherbrooke s'est rendue compte, ils ont été au courant, ou en tout cas, ils ont développé ce système-là qui leur permet d'aller contacter directement les citoyens selon des secteurs ou des communautés, donc pour s'assurer de rejoindre tout le monde, bien, plus ponctuellement ou précisément d'aller rejoindre les personnes auprès de qui ils voulaient s'adresser. Donc, avant, c'est juste un système informatique, là, mais qui permet vraiment de cibler selon le territoire. Fait que ils ont trouvé ça fort utile. Ensuite, il y a eu plusieurs initiatives là, pour informer, rejoindre ou rassurer. Les bonnes nouvelles de la communauté bienveillante du Granit, c'était une page Facebook. En général, il y a eu plusieurs médias qui ont été utilisés pour informer, là, les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Des publicités pour faire connaître les ressources. Entre autres, ça a été diffusé largement. Il y a des capsules en direct sur Facebook que les citoyens pouvaient voir les élus et poser des questions directement. Ça a été aidant. Il y a des entrevues à la radio communautaire, des fiches thématiques sur des sujets précis là, qui ont été faits aussi pour donner de l'information. Puis un site qui a été créé, je crois, grâce durant la gestion de la COVID, vous avez le lien là, puis c'est une mise à jour là, de l'Organisation des services communautaires. Voilà, fait que ça c'était au niveau de la communication. Fait que j'ai mis des questions là, mais on les a quand même abordées, là, les éléments qui sont absents dans votre milieu ou les angles morts, puis les choses qui ont été mises en place, là, vous les avez quand même bien mentionnées. Moi, il me resterait une diapo pour la conclusion. Fait que je ne sais pas si, à la lumière de ces questions-là, par exemple, est-ce qu'il y a des choses là, qui ont été mises en place dans l'urgence, mais qui demeurent, puis qui sont pour vous maintenant une forme d'innovation ou une bonne pratique pour rejoindre et soutenir des populations plus vulnérables que vous n'avez pas encore nommées? On a fait quand même un bon tour d'horizon. Je pense que ça a été super enrichissant là, pour tout le monde. Il y a eu plusieurs initiatives. Vous avez parlé autant des enjeux que des ressources. Puis on a abordé les angles morts. On n'a pas encore des solutions, mais au moins c'est nommé. Voilà, fait que moi, je voulais juste vous remercier de votre contribution et pour la suite, vous allez recevoir tout ce qui était mis dans le chat, vous allez le recevoir aussi dans le courriel. Là-dedans, il y a des initiatives aussi qui sont mentionnées. Puis, dernière chose, vous avez peut-être entendu parler de la coopérative NISCA qui a un projet sur la résilience individuelle et organisationnelle. Donc, j'en avais parlé au dernier webinaire. C'est une formation sur plusieurs mois pour vraiment travailler sur comprendre la résilience individuelle puis au sein de l'organisation. C'est un accompagnement, c'est une formation qui se fait là, à la région, je pense que c'est une fois par mois pendant 4-5 mois. Si vous êtes intéressé, juste me le signifier, puis je vous transférerai l'invitation du groupe. Puis
Puis on a le recueil des bonnes pratiques qui est en train de s'organiser. Puis il va y avoir encore là une formation plus détaillée sur l'ensemble des résultats, puis un balado. Puis aussi, je parlais de la Brome-Missisquoi puis Haute-Yamaska qu'on va faire l'étude auprès de ces territoires-là. Voilà, voilà. Fait que c'est tout pour moi. Merci tout le monde.